Ma sœur m'a accusé d'avoir volé son collier, simplement pour me traiter de menteuse. Ensuite, mes parents m'ont mise à la porte, mais elle ignorait que je payais ses frais de scolarité, ainsi que toutes les factures de la maison. Alors, j'ai tout arrêté, et j'ai quitté la maison. Que s'est-il passé ensuite? Je suis Rebecca Martinez, 2008. Et jusqu'au mois dernier, je pensais que la famille signifiait se soutenir les uns les autres, coûte que coûte. Puis, ma sœur Olivia m'a accusé d'avoir volé son collier de $8000, et mes parents l'ont cru, sans se poser de questions. Les paroles de mon père résonnent encore dans mes oreilles, sors de ma maison, si c'est pour nous mentir en pleine face. Ils étaient loin de se douter que je payais en secret leurs prêts hypothécaires, les charges, et oui, l'intégralité des frais de scolarité d'Olivia. Grandir en tant que fille aînée, au sein de la famille Martinez, s'accompagnait de tout un ensemble d'attentes particulières. Mes parents, Miguel et Anna Martinez, ont toujours insisté sur l'importance de la loyauté familiale, avant toute autre chose. La famille, c'est pour toujours, disait mon père, lors des dîners du dimanche. Quand tout le reste s'effondre, il reste le sang. Ces paroles sont devenues mon mantra, tout au long de mon enfance et au début de ma vie d'adulte, façonnant chaque décision que je prenais. Notre famille de 4 personnes vivait dans une modeste maison de banlieue, dans le Connecticut, que mes parents avaient achetée à une époque financièrement plus prospère. Mon père possédait une entreprise de construction qui, à son apogée, était florissante et employait 15 personnes. Ma mère travaillait comme adjointe administrative, au lycée local, apportant un revenu stable mais modeste. Nous n'étions pas riches, mais nous étions suffisamment à l'aise pour que je n'aie jamais à me soucier de l'essentiel en grandissant. Tout a changé lors de la récession de 2008. L'entreprise de mon père a subi un coup dévastateur, lorsque plusieurs clients majeurs ont fait faillite, lui devant des centaines de milliers de dollars. En 18 mois, il a dû licencier tous ses employés, et a fini par déposer lui-même le bilan. La honte de l'échec pesait lourdement sur lui. Et bien qu'il ait trouvé du travail comme contremaître pour une autre entreprise, son revenu a été réduit de plus de moitié. Comme si le désastre financier ne suffisait pas, on a diagnostiqué une polyarthrite rhumatoïde à ma mère, cette même année. Les factures médicales ont commencé à s'accumuler, malgré leur assurance, et leurs économies ont fondu rapidement. Ils ont dû hypothéquer la maison 2 fois, pour rester à flot. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme universitaire en 2018, ils arrivaient à peine à joindre les 2 bouts, bien qu'ils aient désespérément essayé de nous le cacher, à ma sœur et à moi. Olivia a 7 ans de moins que moi. Alors que j'ai été témoin du déclin financier de notre famille, et que j'en comprenais la gravité, elle est restée largement à l'abri de ces réalités. Mes parents, surtout mon père, étaient déterminés à ce qu'au moins l'une de leurs filles ait une enfance normale. Cela signifiait que, pendant que j'utilisais des manuels d'occasion et que je cumulais les petits boulots tout au long du lycée et de l'université, Olivia continuait d'avoir des vêtements neufs, les derniers modèles de téléphone, et même une voiture pour ses 16 ans. Je n'en ai jamais voulu à ma sœur pour cela. Ce n'était pas sa faute si nos parents choisissaient de la protéger de la réalité financière, mais cela a créé une différence fondamentale dans notre perception de l'argent et de la responsabilité. Tandis que je devenais économe et autonome, Olivia développait l'idée que ses besoins, et ses envies, seraient toujours satisfaits, sans grand effort de sa part. Après avoir obtenu mon diplôme en informatique, j'ai eu la chance de décrocher un emploi dans une entreprise technologique en pleine croissance. Mon salaire de départ était correct, et j'ai rapidement prouvé ma valeur, obtenant 3 promotions en autant d'années. À 25 ans, je gagnais un salaire à 6 chiffres, en tant que développeuse senior, avec des options d'achat d'actions qui augmentaient considérablement ma valeur nette. J'ai acheté un appartement petit mais moderne, à seulement 20 minutes de chez mes parents, et je me suis établie comme étant financièrement indépendante. C'est lors d'une visite décontractée chez eux, il y a 3 ans, que j'ai découvert à quel point la situation financière de mes parents était devenue désastreuse. Pendant que maman et Olivia étaient sorties faire des courses, papa a reçu un appel qu'il a pris dans le garage. Curieuse de son ton étouffé, je l'ai suivi discrètement, et je l'ai entendu supplier la société de crédit immobilier pour obtenir un délai sur leur paiement en retard. Après avoir raccroché, je l'ai trouvé assis dans son vieux pick-up, la tête entre les mains, pleurant en silence. Ce moment a tout changé. Quand je l'ai confronté, sa fierté l'a d'abord rendu défensif, mais la vérité a fini par éclater. Ils avaient 3 mois de retard sur leurs prêts. Les factures médicales de maman avaient créé une dette substantielle, et ils utilisaient des cartes de crédit pour couvrir les dépenses de base, depuis des mois.
Le coup de grâce fut l'acceptation d'Olivia dans une université privée coûteuse, avec des frais de scolarité annuels de 45 000 $. Il lui avait promis de les couvrir, ne voulant pas la décevoir, ni admettre qu'il n'en avait pas les moyens. Ce soir-là, j'ai pris une décision qui allait modifier la dynamique familiale pour toujours. Bien qu'aucun de nous ne s'en soit rendu compte à l'époque, j'ai proposé d'aider temporairement pour certaines factures, jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied. Papa a accepté à contre-cœur, mais avec une condition, Olivia ne devait jamais le savoir. Cela l'anéantirait d'apprendre que nous sommes en difficulté, insistait-il. Et ta mère serait humiliée, si les voisins découvraient que nous avons besoin de l'aide de notre fille. Ce qui avait commencé par une aide pour quelques factures s'est rapidement étendu. En 6 mois, je payais l'intégralité de leur prêt immobilier, toutes les charges, les impôts fonciers, et la plupart des frais médicaux de maman. Quand Olivia a commencé l'université, j'ai également pris en charge l'intégralité de ses frais de scolarité. Au total, je contribuais à hauteur de plus de 70 000 $ par an pour maintenir ma famille à flot, soit près des 2/3 de mon salaire net. Bien que vivant à 20 minutes de là, dans mon propre appartement, je leur rendais visite au moins 2 fois par semaine, apportant des courses que je prétendais avoir achetées en promotion, ou qui étaient des extras d'événements professionnels. J'aidais papa pour les réparations de la maison le week-end, je conduisais maman à ses rendez-vous médicaux, et j'aidais même Olivia pour ses devoirs de programmation, lorsqu'elle avait du mal dans son cours d'introduction à l'informatique. À Noël dernier, j'ai regardé mes parents offrir à Olivia le dernier MacBook Pro, soi-disant de leur part. En réalité, c'est moi qui l'avais acheté, comme la plupart des cadeaux importants qu'ils avaient offerts ces dernières années. Olivia a serré nos parents très fort dans ses bras, s'extasiant sur son amour pour eux, tandis que je recevais un pull et une carte cadeau. Je me suis dit que cela ne me dérangeait pas. Voir ma famille heureuse me suffisait. Pour son 20e anniversaire, il y a 2 mois, mes parents voulaient offrir à Olivia quelque chose de spécial. Elle avait fait des allusions à un collier en or blanc et diamant de 8 000 $, qu'elle avait vu dans une boutique du centre-ville. C'est une pièce d'investissement, avait-elle expliqué pendant le dîner. Quelque chose que je garderai pour toujours, et que je pourrai même transmettre un jour. Maman paraissait bouleversée par le prix, mais papa a promis qu'il trouverait une solution. Cette solution, c'était moi, bien sûr. Quand papa a appelé pour me demander si je pouvais leur prêter l'argent, je savais déjà que ce n'était pas un prêt. Rien de l'argent que je leur avais donné n'avait jamais été remboursé, et je ne m'y attendais pas non plus. J'ai transféré les fonds le jour même, et une semaine plus tard, j'ai regardé Olivia déballer la boîte en velours bleu lors de son dîner d'anniversaire. Elle a hurlé de joie, pendant que papa attachait le collier autour de son cou. « Vous êtes les meilleurs parents du monde !» a-t-elle déclaré, admirant son reflet. Je ne connais personne d'autre dont les parents offriraient quelque chose d'aussi incroyable. J'ai souri et j'ai pris des photos du moment, ignorant la douleur familière dans ma poitrine. Une partie de moi espérait qu'un jour, ils reconnaîtraient tout ce que j'avais fait, et que mes sacrifices seraient enfin appréciés. Cette foi dans la reconnaissance ultime de ma famille me permettait de tenir, même si le solde de mon compte d'épargne diminuait, alors que les réseaux sociaux d'Olivia se remplissaient de photos de voyages de printemps, et de séances de shopping, financées indirectement par moi. Je n'aurais jamais imaginé que ce collier deviendrait le catalyseur de la destruction de la famille, que j'avais tant sacrifié pour préserver. Les dîners du dimanche, chez mes parents, étaient une tradition sacrée. Peu importe la charge de travail de nos semaines, nous faisions tous un effort pour être là, à 18h pile. Maman passait l'après-midi à cuisiner sa spécialité, papa ouvrait une bouteille de vin, et pendant quelques heures, nous pouvions prétendre être encore cette famille heureuse et financièrement stable que nous avions été autrefois. Ce dimanche-là avait commencé comme n'importe quel autre. Je suis arrivé tôt pour aider maman à préparer ses enchiladas au poulet, avec sa salsa verde maison. Papa et Olivia regardaient un match de basket dans le salon, applaudissant ou râlant de temps en temps, selon le score. Tout semblait normal, jusqu'au milieu du dîner, quand Olivia a soudainement posé sa fourchette. « Est-ce que quelqu'un a vu mon collier ?» a-t-elle demandé, sa main touchant instinctivement sa gorge nue. « Celui en diamant, pour mon anniversaire. Je voulais le porter ce soir, mais je ne le trouve pas dans ma boîte à bijoux. As-tu vérifié sur ta commode ?» a suggéré maman. « Parfois, tu laisses des choses là-bas quand tu es pressé. » Olivia a secoué la tête. « Je le garde toujours dans sa boîte en velours bleu. Il est trop précieux pour rester traîné. » C'était quand,
la dernière fois que tu l'as porté? Ai-je demandé, sincèrement inquiète. Je savais ce que ce collier représentait pour elle, peu importe qui l'avait réellement payé. Le week-end dernier, à la fête de Mélissa, a-t-elle répondu. Je suis certaine de l'avoir remis dans sa boîte, en rentrant. Le sourcil de mon père s'est froncé. Tu es sûr? Tu étais pas mal éméché, quand tu es revenu de cette fête. Je n'étais pas si ivre que ça, a protesté Olivia. Et je me souviens spécifiquement de l'avoir rangé, parce que j'avais peur de le perdre. Le dîner a été temporairement abandonné, tandis que nous aidions tous à chercher le collier disparu. J'ai suivi Olivia dans sa chambre, l'aidant à vérifier chaque tiroir et chaque surface. Nous avons regardé sous le lit, dans les poches des vêtements, et même dans la salle de bain, où elle aurait pu l'enlever en se préparant. Plus nous cherchions sans rien trouver, plus Olivia devenait agitée. Je ne comprends pas, murmurait-elle, de plus en plus frustrée. Il devrait être ici. Alors que la recherche s'étendait au reste de la maison, j'ai remarqué un changement subtil dans l'atmosphère. Les yeux d'Olivia me suivaient, dès que j'entrais dans une pièce. Quand j'ai proposé de vérifier la buanderie, elle a rapidement dit qu'elle avait déjà regardé, alors que je savais que c'était faux. Des petits moments de tension ont commencé à s'accumuler, comme de l'électricité statique avant l'orage. Nous sommes retournés à la table après une heure de recherches infructueuses. Les enchiladas avaient refroidi, mais nous avons réchauffé les assiettes au micro-ondes, pour essayer de sauver le dîner. La conversation était hachée, et Olivia était inhabituellement silencieuse. « Tu étais dans ma chambre plus tôt aujourd'hui, n'est-ce pas Rebecca ?» a-t-elle soudainement demandé, avec un ton tranchant que je ne lui connaissais pas. Je me suis arrêté en plein milieu d'une bouchée, confuse. « Quoi ? » ?»« Non, je suis allé directement à la cuisine en arrivant. J'ai cru te voir sortir, au moment où je montais l'escalier. Je suis monté une fois pour aller aux toilettes, mais je ne suis pas entré dans ta chambre, ai-je expliqué, de plus en plus mal à l'aise avec son ton. Maman a bougé sur sa chaise, nerveuse. Papa nous regardait alternativement, son expression était illisible. C'est étrange, a continué Olivia, parce que ma porte était ouverte quand je suis remonté, et je la ferme toujours. Peut-être que maman est entrée pour ranger du linge, ai-je suggéré. Maman a secoué la tête. Non, je n'ai pas fait de lessive aujourd'hui. L'insinuation flottait dans l'air comme une mauvaise odeur. Personne ne m'accusait ouvertement, mais le sous-entendu était clair. Olivia, ai-je dit prudemment, si tu insinues ce que je pense, tu te trompes. Je n'avais absolument aucune raison d'entrer dans ta chambre, et je n'ai certainement pas pris ton collier. Elle a haussé les épaules, mais son regard restait suspicieux. J'essaie juste de comprendre ce qui s'est passé. C'est un collier à 8 000 $. Il ne disparaît pas tout seul. Eh bien, il n'a pas disparu dans ma poche, ai-je répondu, essayant de garder une voix calme malgré mon indignation croissante. Papa s'est raclé la gorge. Rebecca, personne ne t'accuse de quoi que ce soit, a-t-il dit, bien que son ton suggère le contraire. Mais tu dois admettre que c'est une drôle de coïncidence que ce collier disparaisse, justement un jour où tu viens nous voir. Je viens 2 fois par semaine, toutes les semaines, ai-je répliqué, stupéfaite qu'il puisse seulement envisager cette idée. Es-tu sérieusement en train de suggérer que je volerais ma propre sœur? Bien sûr que non, est intervenue maman d'une voix faible, sans toutefois croiser mon regard. Nous sommes juste tous inquiets. Le reste du dîner s'est déroulé dans un silence pesant. J'ai proposé à nouveau mon aide pour chercher, mais Olivia a refusé, disant que peut-être il réapparaîtrait tout seul. L'implication était claire, une fois que je serais parti, peut-être que le collier reviendrait mystérieusement. Je suis rentré chez moi ce soir-là avec une boule au ventre. Pour la première fois, je me sentais comme une étrangère dans ma propre famille. Les personnes pour qui j'avais tant sacrifié venaient de me juger, avec légèreté, capable de vol. Cela faisait plus mal que je ne voulais l'admettre. Vers minuit, mon téléphone a vibré, un SMS d'Olivia. Juste pour que tu saches, j'ai regardé partout. Il n'est définitivement pas dans la maison. J'ai fixé le message, sans savoir quoi répondre. Avant que je ne me décide, un autre message est arrivé, si tu as pris ça pour une sorte de blague, ce n'est plus drôle. Rends-le simplement, et on oubliera tout ça. J'ai tapé et effacé plusieurs réponses, avant d'envoyer finalement, je n'ai pas pris ton collier, Olivia. Je ne te ferai jamais ça.
J'espère que tu le trouveras bientôt. Sa réponse fut presque instantanée, peu importe. Sache juste que maman et papa sont vraiment bouleversés. Le sommeil m'a fui cette nuit-là, alors que d'autres messages arrivaient, chacun plus accusateur que le précédent. Au matin, il semblait que ma sœur s'était pleinement convaincue que j'étais une voleuse. Et d'après ces SMS, mes parents n'étaient pas loin de partager cette conviction. Ce qui avait commencé par un simple objet égaré s'était transformé en un procès de mon caractère. Et apparemment, j'étais en train de perdre. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec plusieurs appels manqués de mes deux parents. Au lieu de les rappeler immédiatement, j'ai décidé de me rendre sur place pour régler la situation en personne. S'il y avait un malentendu, nous pourrions sûrement l'éclaircir face à face. Je croyais encore en la capacité de ma famille à communiquer rationnellement, malgré le malaise de la veille. Quand je suis arrivé chez mes parents vers 10 heures, l'atmosphère était nettement tendue. Maman lavait la vaisselle avec une vigueur inhabituelle, m'adressant à peine un signe de tête. Papa était assis à la table de la cuisine, le visage sombre, son journal intouché à côté de son café. « Où est Olivia ?» ai-je demandé, essayant de paraître décontracté. « En haut », a répondu papa laconiquement. Elle a retourné sa chambre toute la matinée pour chercher ce collier. J'ai pris une profonde inspiration. Écoutez, je comprends que tout le monde soit bouleversé, mais je dois être absolument clair, je n'ai rien à voir avec sa disparition. Avant que papa ne puisse répondre, Olivia est apparue dans l'embrasure de la porte. Son expression était un mélange de colère et de ce qui ressemblait presque à du triomphe. « Alors, comment expliques-tu ça ?» a-t-elle exigé, en brandissant sa boîte à bijoux vide en velours bleu. « Je l'ai trouvée dans ton ancienne chambre, fourrée sous la bibliothèque. » J'ai fixé la boîte, sincèrement confuse. « C'est impossible. Je n'ai pas mis les pieds dans cette pièce depuis des semaines. » « Eh bien, la boîte n'a pas marché jusque-là toute seule, a dit papa en se levant. Sa voix avait pris un ton agressif que j'entendais rarement dirigé contre moi. « Rebecca, si tu as des problèmes financiers, tu aurais dû venir nous voir, au lieu de faire une chose pareille. » L'ironie de sa déclaration était si profonde que j'ai failli rire. Moi, en difficulté financière ? Alors que c'était moi qui maintenais tout leur foyer à flot. Papa, c'est ridicule. Je n'ai pas besoin d'argent, et je ne volerai certainement pas ma propre sœur. Alors comment la boîte est-elle arrivée dans ta chambre ? A-t-il exigé. Ce n'est plus ma chambre. Je ne vis plus ici depuis des années. N'importe qui a pu la mettre là, y compris Olivia, ai-je ajouté, l'insinuation étant claire. Olivia a eu un hoquet dramatique. Es-tu en train de dire que c'est moi qui l'ai placée là ? Pourquoi ferais-je ça ? Maman s'est enfin détournée de l'évier. S'il vous plaît, ne vous battez pas. Je suis sûr qu'il y a une explication. Oui, il y en a une, a dit papa, la voix montant d'un ton. L'explication, c'est que quelqu'un a pris ce collier, et les preuves désignent Rebecca. J'ai senti mon visage s'enflammer de colère et de douleur. Quelle preuve ? Une boîte vide qui aurait pu être placée par n'importe qui ? Ce n'est pas une preuve. C'est un coup monté. Pourquoi quelqu'un voudrait-il te piéger ? A défié papa. Je ne sais pas. Pourquoi voudrais-je voler un collier, alors que je gagne plus qu'assez d'argent pour m'en acheter un moi-même, si j'en avais envie ? Tout au long de cet échange houleux, j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans le comportement d'Olivia. Alors qu'elle paraissait dévastée quand mes parents la regardaient, j'ai surpris une expression différente quand leur attention était ailleurs, un léger rictus de satisfaction au coin des lèvres, rapidement masqué lorsqu'elle s'est rendue compte que je l'observais. Vérifions la caméra de sécurité, ai-je suggéré. Mes parents avaient fait installer un système de sécurité basique l'année dernière, avec une caméra couvrant l'entrée et l'allée. Cela montrerait si quelqu'un était sorti de la maison avec quelque chose. Papa a hoché la tête avec raideur, et nous nous sommes rassemblés autour de son ordinateur portable, alors qu'il lançait les enregistrements de la veille. Nous avons regardé mon arrivée à 16 heures, les mains vides à l'exception d'un sac de course. Divers angles ne montraient rien de suspect tout au long de la soirée, et quand je suis parti vers 21 heures, je ne transportais que mon sac à main et mon téléphone. Les images n'étaient pas d'une qualité exceptionnelle, mais elles étaient assez claires pour voir que je n'avais pas emporté de boîte à bijoux distinctive. Elle aurait pu le mettre dans son sac à main, a insisté Olivia. Mon sac n'est pas assez grand pour contenir cette boîte sans être manifestement déformé,
ai-je répliqué. Peut-être que tu as pris seulement le collier, alors, a-t-elle pressé. Il tiendrait dans une poche. Papa s'est frotté les tempes. Rebecca, si tu avais besoin d'argent, tu aurais pu le vendre. 8 000 $, cela résoudrait bien des problèmes. La conversation devenait de plus en plus absurde. Pendant qu'il continuait à spéculer sur mes potentiels motifs financiers, mon téléphone a vibré pour un rappel de paiement. Ironiquement, c'était pour leur prêt immobilier, dû dans 3 jours. Par habitude, j'ai autorisé le paiement sur le champ, 3 000 $ transférés de mon compte pour couvrir leur logement pour un mois supplémentaire. Personne ne l'a remarqué. Tandis que j'accomplissais cet acte de soutien familial, tout en étant accusé de vol, j'ai dit en rangeant mon téléphone, je n'ai pas besoin de voler un collier. Je suis stable financièrement. Tout le monde a des problèmes, a dit maman doucement. Même les personnes qui réussissent ont parfois des ennuis. Je l'ai regardée, blessée qu'elle aussi semble croire que j'étais capable de cela. Maman, je n'ai rien pris. Je ne le ferai pas. Alors pourquoi la boîte était-elle dans ta chambre? A encore exigé papa, comme si la répétition allait changer les faits. Je t'ai dit que je ne savais pas, mais il y a plein d'explications qui n'impliquent pas que je sois une voleuse. Alors que les accusations continuaient, j'ai remarqué qu'Olivia tapait sur son téléphone. Un léger sourire était visible pendant un instant. Une pensée terrible a commencé à germer dans mon esprit, était-il possible qu'elle ait délibérément orchestré cette situation? Mais pourquoi voudrait-elle créer un fossé entre mes parents et moi? Écoutez, ai-je fini par dire, ma patience s'épuisant, je comprends que le collier soit précieux et que vous soyez contrarié qu'il ait disparu, mais j'ai passé toute ma vie à être honnête et fiable. J'ai toujours été là pour cette famille. Est-ce que cela a vraiment du sens que je décide soudainement de vous voler? L'expression de mon père s'est durcie. Les gens changent, et parfois, on ne connaît pas quelqu'un aussi bien qu'on le pense. Ces mots m'ont blessé plus profondément qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Après tout ce que j'avais sacrifié, après tout le soutien que j'avais fourni sans reconnaissance ni remerciement. Mon intégrité était remise en question sur la base de rien d'autre que des preuves circonstancielles, et des accusations de ma sœur. Je pense que tu devrais partir jusqu'à ce qu'on y voie plus clair, a dit mon père, finalement. Ta mère est bouleversée, et ta présence ne fait qu'empirer les choses. J'ai cherché du soutien dans le regard de maman, mais elle a détourné les yeux, acceptant silencieusement la décision de papa. Olivia restait en retrait, et pendant une fraction de seconde, j'ai surpris cette expression à nouveau. Pas de la tristesse, ni de la confusion, mais de la satisfaction. Alors que je rassemblais mes affaires pour partir, j'ai ressenti un profond sentiment d'injustice m'envahir. Il ne s'agissait plus seulement d'un collier disparu. Il s'agissait de confiance, de respect, et de la réalisation douloureuse que, malgré tout ce que j'avais fait, ma famille choisissait de croire le pire de moi, sur des preuves fragiles. En marchant vers ma voiture, j'ai remarqué qu'Olivia me regardait de la fenêtre de sa chambre. Nos regards se sont croisés brièvement, et à ce moment-là, j'ai su avec une certitude absolue, ce n'était pas un malentendu. Quelque chose de bien plus calculé était en jeu, même si je ne pouvais pas encore saisir pourquoi ma propre sœur voudrait détruire ma relation avec nos parents. 3 jours ont passé avec un minimum de communication de la part de ma famille. Maman a envoyé quelques SMS vagues demandant comment j'allais, évitant soigneusement toute mention du collier. Papa est resté silencieux. Olivia, quant à elle, avait apparemment été occupée à partager sa version des faits avec les membres de la famille élargie. Cela est devenu douloureusement clair lorsque j'ai reçu un appel de ma tante Patricia, la sœur de papa, me demandant de venir à la maison pour une discussion familiale ce soir-là. Son ton était doux mais ferme, suggérant que ma présence n'était pas optionnelle, si je voulais rester membre de la famille. Tout le monde veut résoudre cette situation, a-t-elle expliqué. Tes parents sont très bouleversés. Je le suis aussi, ai-je répondu. On m'accuse de quelque chose que je n'ai pas fait, et personne ne me croit. C'est pour ça qu'on doit parler, a-t-elle insisté. 19 heures. S'il te plaît, sois là, Rebecca. J'ai accepté. Pas parce que je m'attendais à une audience équitable, mais parce que je ne pouvais pas supporter l'idée d'être séparé de ma famille. Malgré tout, je les aimais encore, et je voulais désespérément blanchir mon nom. Quand je suis arrivé ce soir-là, la scène qui m'attendait ressemblait plus à une intervention qu'à une discussion familiale. Papa et maman étaient assis sur le canapé du salon.
Tante Patricia et oncle Robert occupaient les fauteuils. Olivia était perchée sur le banc du piano, les yeux rouges, comme si elle avait pleuré. Mon cousin Michael, qui ne m'avait jamais particulièrement aimé, se tenait près de la cheminée, les bras croisés. Rebecca, a commencé papa dès que je me suis assise. Nous t'avons demandé de venir parce que cette situation a assez duré. Le collier est toujours introuvable, et toutes les preuves indiquent que c'est toi qui l'as pris. Quelle preuve? Ai-je exigé. Une boîte vide que n'importe qui aurait pu placer là. Olivia a pris la parole, sa voix tremblant de manière théâtrale, j'ai fait des recherches, et le mont-de-piété du centre-ville ne demande pas de pièces d'identité pour les objets de moins de 10 000 $. Il paie en liquide immédiatement. L'implication était claire, et j'ai senti mon visage s'enflammer de colère. Alors maintenant, non seulement j'ai volé ton collier, mais je l'ai mis en gage. C'est absurde. Est-ce vraiment si absurde? A rétorqué papa. Tu as agi bizarrement ces derniers temps. Distraite. Tu vérifies tout le temps ton téléphone. Tu trouves des excuses pour partir tôt. J'ai failli rire devant cette amère ironie. Les vérifications de téléphone servaient à gérer leurs factures. Les départs anticipés servaient à me rendre à mon deuxième travail, que j'avais pris il y a 6 mois pour couvrir le programme d'études d'Olivia à l'étranger, pour le semestre prochain. Ça ne prouve rien, ai-je dit. Tante Patricia s'est penchée en avant, Rebecca, ma chérie, si tu as des ennuis, nous voulons t'aider. Mais d'abord, tu dois être honnête. Je suis honnête. Je n'ai pas pris le collier. L'oncle Robert a secoué la tête avec tristesse, le déni ne fait que rendre les choses plus difficiles pour tout le monde. La conversation a continué sur ce ton, chaque membre de la famille expliquant tour à tour pourquoi avouer serait le mieux pour tout le monde. Personne n'envisageait la possibilité de mon innocence, pas même un instant. C'était comme s'ils avaient déjà décidé de ma culpabilité, et qu'ils attendaient simplement que je la reconnaisse. Papa a fini par lancer son ultimatum, se levant de toute sa hauteur et me pointant du doigt avec tremblement, « Rebecca, je vais le dire une seule fois. Soit tu avoues ce que tu as fait avec le collier et tu le rends, soit tu sors de cette maison, et tu ne reviens pas tant que tu n'es pas prête à dire la vérité. » Je l'ai fixé, sans voix. En 28 ans, je ne l'avais jamais entendu me parler avec une telle froideur. « Papa, ai-je dit d'une voix à peine audible, je suis ta fille. Tu me connais depuis toujours. Crois-tu vraiment que je ferais ça? La Rebecca que j'ai élevée ne le ferait pas, a-t-il répondu. Mais les gens changent. Je me suis tourné vers ma mère, qui était restée largement silencieuse. Maman, crois-tu que j'ai fait ça? Elle a regardé ses mains, jointes sur ses genoux. Son silence fut une réponse suffisante. La trahison était si profonde que j'avais du mal à respirer. J'avais soutenu financièrement cette famille pendant des années, sacrifié ma propre sécurité financière, mis ma vie entre parenthèses de 1000 façons. Et voici ce que je recevais en retour, non seulement l'incrédulité, mais une condamnation pure et simple. Je pense qu'on devrait fouiller la voiture de Rebecca, a suggéré Michael soudainement. Si elle ne l'a pas encore mis en gage, il est peut-être encore là. Avant que je ne puisse protester, papa hochait la tête. Bonne idée. Rebecca, donne-nous tes clés. C'est ridicule, ai-je dit, mais je me suis retrouvé à donner mes clés malgré tout, ne voulant pas paraître non coopérative et renforcer leurs soupçons. Nous sommes tous sortis dans l'allée, vers ma voiture. Papa l'a déverrouillée et a commencé à chercher, sous le regard de la famille. Il a vérifié sous les sièges, dans la boîte à gants, et a fini par passer au coffre. Quand il l'a ouvert, j'ai entendu plusieurs halètements. Là, partiellement visible sous un sac de course réutilisable, se trouvait la boîte à bijoux distinctive en velours bleu. Je l'ai fixée, en état de choc. Je n'ai pas mis ça là. Papa a ramassé la boîte et l'a ouverte. Vide, bien sûr. Il s'est tourné vers moi, son expression mêlant confirmation et déception. Tu vas encore nier? Quelqu'un l'a placé là. Ai-je insisté, la voix montant de désespoir. Je n'ai même pas ouvert mon coffre depuis des jours. Excuse facile, a marmonné Michael. Papa a refermé le coffre avec un claquement qui semblait faire écho au jugement final de ma famille. Je pense qu'on en a assez vu. Rebecca, je veux que tu partes maintenant. Ne nous contacte pas tant que tu n'es pas prête à admettre ce que tu as fait, et à réparer tes torts. Papa, s'il te plaît.
Ai-je supplié, les larmes coulant maintenant librement. Quelqu'un me tend un piège. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, a-t-il dit froidement, c'est de voler sa propre sœur et de nous mentir en pleine face. Je t'ai mieux élevé que ça. J'ai regardé les visages des membres de ma famille. Certains montraient de la colère, d'autres de la déception ou une triste résignation. Seule l'expression d'Olivia semblait étrange. Derrière ces larmes de façade, il y avait autre chose. De la satisfaction? Du soulagement? Je ne pouvais pas vraiment l'identifier. Maman, ai-je tenté une dernière fois, s'il te plaît, dis quelque chose. Elle a fini par lever les yeux, le regard mouillé, mais sa résolution était ferme, pas, simplement, Rebecca. Donne-nous du temps. Vaincu et dévasté, j'ai ramassé mon sac et mes clés. Au moment de partir, Olivia a sorti son téléphone pour vérifier une notification, et c'est là que je l'ai vue, dans le reflet de son écran sombre, juste un instant avant qu'elle ne l'incline, le scintillement incomparable de son collier de diamants, partiellement visible sous le col de son pull. La réalisation m'a frappé comme un coup physique. Elle avait le collier depuis le début. Tout ce drame, les accusations, la réunion de famille, tout cela n'était qu'une mise en scène délibérée. Ma propre sœur avait orchestré mon exil de la famille. J'ai ouvert la bouche pour la dénoncer, mais à ce moment-là, j'ai réalisé que ce serait inutile. Ils avaient déjà décidé que j'étais coupable. Ma parole contre la sienne ne changerait rien, surtout sans preuve. Je suis allé à ma voiture en silence, sentant leur regard sur mon dos. Alors que je m'éloignais de la maison que j'avais soutenue financièrement pendant des années, les larmes brouillaient ma vision à tel point que j'ai dû m'arrêter un pâté de maison plus loin. Seul dans ma voiture, je me suis enfin autorisé à m'effondrer complètement, sanglotant jusqu'à ce que ma gorge soit à vif, et que mes yeux me brûlent. La trahison était absolue. Pas seulement la fausse accusation, mais de savoir que ma sœur avait délibérément planifié ma chute, et pire encore, que mes parents, pour qui j'avais tant sacrifié, avaient choisi de croire le pire de moi, sans la moindre hésitation. Quand je suis enfin rentré à mon appartement, je suis resté assise dans le noir pendant des heures, rejouant chaque moment de ces derniers jours, essayant de comprendre comment ma relation avec ma famille avait pu se désintégrer si totalement. Vers minuit, mon téléphone a vibré, un SMS d'Olivia. « J'espère que tu es contente maintenant. Tu as bouleversé tout le monde. » L'audace pure de son message, après ce qu'elle avait fait, a cristallisé quelque chose en moi. Il ne s'agissait plus seulement d'un collier. Il s'agissait d'années de déséquilibre, de sacrifices non reconnus, et de l'entretien de dynamiques familiales destructrices. Quelque chose devait changer, et il était clair maintenant que ce serait moi qui devrais le faire. Je me suis réveillé le lendemain matin avec un calme étrange. La tempête émotionnelle de la nuit précédente était passée, laissant derrière elle une clarté que je n'avais pas connue depuis des années. J'ai préparé du café, ouvert mon ordinateur portable, et j'ai commencé un examen systématique de ma situation financière. Pour la première fois, j'ai créé un tableur complet détaillant chaque dollar que j'avais versé à ma famille, au cours des 3 dernières années. Versements hypothécaires, 108 000 $. Charges, environ 12 600 $. Impôts fonciers, 22 500 $. Facture médicale de maman, 47 800 $. Frais de scolarité et dépenses d'Olivia, 151 200 $. Soutien divers, incluant les courses, les réparations de voitures et les cadeaux, environ 35 000 $. Le grand total m'a rendu physiquement malade, 377 100 $ sur 3 ans. Plus d'un tiers de million de dollars. Assez pour un acompte substantiel pour une maison, assez pour avoir entièrement financé mes comptes de retraite, assez pour avoir changé la trajectoire de mon propre avenir financier. Le tableur révélait aussi des vérités inconfortables sur ma situation actuelle. Mes économies avaient fondu à moins de 2 mois de frais de subsistance. J'avais effectué des paiements minimums sur ma propre carte de crédit, pour libérer des liquidités pour les besoins de ma famille. Mes cotisations retraite avaient été réduites au minimum, bien moins que ce que les conseillers financiers recommandent à mon âge. En bref, j'avais sacrifié ma propre santé financière et ma sécurité future pour une famille qui venait de m'accuser de vol, et de me chasser de leur vie. Vers midi, j'ai appelé Janet Perez, une conseillère financière que j'avais consultée brièvement quand j'avais commencé à gagner beaucoup d'argent. Elle a accepté de me recevoir l'après-midi même, et j'ai apporté mon tableur et mes justificatifs à son bureau. « Rebecca » a-t-elle dit après avoir examiné les chiffres,
son expression mêlant inquiétude et incrédulité, ce niveau de soutien financier n'est pas viable. Il est admirable que tu aies voulu aider ta famille, mais tu as mis ta propre sécurité financière en grand danger. Je le sais maintenant, ai-je admis, mais j'ai besoin de comprendre mes options pour la suite. Suis-je légalement obligé de continuer l'un de ces paiements? Elle a secoué fermement la tête, absolument pas. À moins que tu n'aies signé des contrats t'engageant spécifiquement à ces paiements, ce qui, je suppose, n'est pas le cas, tu n'as aucune obligation légale de continuer ce soutien financier. C'étaient des cadeaux, pas des engagements juridiquement contraignants. Même les frais de scolarité? Il n'y a aucun moyen qu'ils me forcent à les continuer. L'université a un contrat avec l'étudiante, ou avec la personne qui a signé l'accord de scolarité, pas avec toi en tant que tiers payeur. Si tu as effectué les paiements directement à l'école sans signer de documents, tu peux arrêter n'importe quand. J'ai senti un poids s'enlever de mes épaules. Et pour le prêt immobilier? Mon nom n'est pas dessus, mais je fais les paiements depuis des années. Le même principe s'applique. L'accord de prêt est entre tes parents et la banque. Tes paiements volontaires ne créent pas d'obligation légale de continuer. Pour en être absolument certaine, j'ai aussi programmé une consultation avec un avocat plus tard dans l'après-midi. Maître William Chen a confirmé tout ce que Janet m'avait dit. Je n'avais aucune obligation légale de continuer à soutenir ma famille. Toute obligation morale, a-t-il souligné gentiment, devait être pesée au regard de leur comportement envers moi, et de mes propres besoins. Le soutien financier familial est un choix, pas une exigence, a-t-il expliqué, surtout quand il y a eu une rupture de confiance aussi importante. Armé de ces informations, je suis rentré chez moi et j'ai commencé à rassembler les preuves de mon soutien financier, relevés bancaires montrant les transferts vers les comptes de mes parents, relevés de paiement direct à l'université d'Olivia. Facture d'électricité au nom de mes parents avec confirmation de paiement depuis mes comptes. J'ai tout organisé chronologiquement dans un classeur, créant un registre irréfutable de mes contributions. Alors que je travaillais, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne connaissais pas, mais j'ai répondu quand même, m'attendant à moitié à une agence de recouvrement cherchant mes parents. À la place, j'ai entendu une voix familière, « Rebecca, c'est Mélissa, la colocataire d'Olivia de sa première année. » Je n'avais pas parlé à Mélissa depuis des mois, bien que nous ayons toujours été amicales. « Salut, Mélissa. » C'est inattendu. Oui, je sais. Écoute, j'ai surpris quelque chose hier que je pense que tu devrais savoir. J'étais au café près du campus quand Olivia est entrée avec des amis. J'étais dans un box au coin et elles ne m'ont pas vu. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Que as-tu entendu? Elle se vantait, Rebecca, de s'être débarrassée de toi. C'étaient ses mots exacts, je me suis enfin débarrassée de Rebecca. Elle riait, disant que maintenant, tes parents allaient arrêter de la comparer à toi tout le temps. La confirmation de mes soupçons aurait dû faire mal, mais au lieu de cela, elle a alimenté ma résolution. A-t-elle mentionné un collier? Oui, elle a dit quelque chose sur le fait de l'avoir caché, et d'avoir fait croire que c'était toi qui l'avais pris. Je n'ai pas tout entendu, mais c'était définitivement délibéré. J'ai toujours pensé que tu étais vraiment gentille, alors quand j'ai entendu ça, ça ne me semblait pas juste. Merci de me l'avoir dit, Mélissa. J'apprécie vraiment. Après avoir raccroché, je suis resté assise en silence pendant plusieurs minutes, traitant cette dernière preuve. La trahison de ma sœur avait été totalement intentionnelle, un mouvement calculé pour m'écarter du paysage familial. Et mes parents avaient été trop prompts à croire le pire de moi, malgré des années de preuves du contraire. Avec une détermination nouvelle, j'ai commencé à annuler systématiquement tous les paiements automatiques liés à ma famille. Les paiements hypothécaires prévus pour la semaine prochaine, annulés. Les prélèvements automatiques de charges, coupés. Le versement des frais de scolarité d'Olivia pour le semestre prochain, retiré. Pour chaque annulation, j'ai documenté le processus, et sauvegardé les numéros de confirmation. Il ne s'agissait pas seulement de couper les ponts financiers. Il s'agissait de reprendre le contrôle de mes propres ressources, et de mon avenir. Ensuite, j'ai rédigé une lettre formelle à ma famille. Elle était factuelle et sans émotion, détaillant le soutien financier exact que j'avais fourni au fil des ans, et les informant qu'à compter d'aujourd'hui, tout soutien était terminé. J'ai joint des copies de documents clés prouvant mes contributions, suffisamment pour rendre l'ampleur de mon aide indéniable, sans les submerger avec l'intégralité du classeur de preuves. Alors que je m'apprêtais à poster la lettre,
j'ai hésité brièvement. Étais-je trop dur? Cela allait-il causer de réelles difficultés, surtout pour ma mère avec ses besoins médicaux? J'ai pensé à des alternatives. Je pourrais peut-être continuer à payer juste les frais médicaux de maman, ou leur donner un délai plus long pour ajuster leurs finances. Mais je me suis souvenu de leur visage quand ils m'accusaient de vol, la complicité silencieuse de ma mère, le rejet froid de mon père, et le sourire satisfait d'Olivia alors qu'elle orchestrait mon exil, tout en portant le collier même qu'elle m'avait accusé d'avoir volé. Non, j'ai décidé que cette rupture nette était nécessaire, non seulement pour mon bien-être financier, mais aussi pour ma santé émotionnelle. Ils avaient fait leur choix, préférant croire les mensonges d'Olivia plutôt que ma loyauté de toujours. Maintenant, ils allaient devoir vivre avec les conséquences de ce choix. J'ai scellé l'enveloppe contenant la lettre et les justificatifs, je l'ai adressée, et je l'ai placée près de ma porte pour la poster le lendemain matin. Ensuite, j'ai bloqué le numéro d'Olivia sur mon téléphone, bien que j'ai laissé les lignes de mes parents ouvertes. S'ils voulaient s'excuser, j'écouterais, mais je ne m'exposerai plus à des accusations, ou à de la manipulation. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des années. Le poids d'un sacrifice non reconnu s'était enfin levé de mes épaules. Ma famille m'avait trahi de la manière la plus fondamentale, mais je ne me trahirais plus moi-même. 3 jours après avoir envoyé ma lettre, le premier appel est arrivé. Mon père, sa voix mêlant colère et panique, « C'est quoi ce bordel, Rebecca? C'est une blague? » « Ce n'est pas une blague, papa, » ai-je répondu calmement. Tout ce qu'il y a dans cette lettre est vrai. Je soutiens cette famille financièrement depuis des années, et voici comment vous m'avez traité en retour. Alors c'est une vengeance, parce qu'on t'a confronté pour le collier? J'ai presque ri devant cette absurdité. Ce n'est pas une vengeance. C'est une conséquence. Tu as choisi de croire que j'étais une voleuse, malgré tout ce que tu sais de moi. Tu m'as jeté dehors, de la maison et de la famille. Pourquoi continuerais-je à payer vos factures après ça? On comptait sur cet argent. A-t-il crié. Oui, vous comptiez dessus, sans jamais le reconnaître, sans jamais me remercier, sans même jamais dire à Olivia que sa précieuse éducation universitaire était payée par la sœur qu'elle a piégée pour la faire passer pour une criminelle. Il y a eu un long silence avant qu'il ne reprenne la parole. Qu'est-ce que tu veux dire par piéger? Olivia avait le collier depuis le début. Papa, je l'ai vu refléter dans l'écran de son téléphone, le soir où vous m'avez tous affronté. Elle l'a délibérément caché, et a placé la boîte vide pour me faire paraître coupable. Et aucun d'entre vous, pas un seul, n'a envisagé cette possibilité. Un autre silence, plus long cette fois. Quand il a reparlé, sa voix avait perdu de sa superbe. Tu ne peux pas simplement nous couper les vivres sans prévenir. Le prêt immobilier arrive à échéance la semaine prochaine. Je sais exactement quand il doit être payé. Je le paie depuis 3 ans. Les médicaments de maman sont couverts par l'assurance pour les 30 prochains jours. Après ça, vous devrez trouver une solution. Peut-être vendre certains de ces cadeaux coûteux que vous avez offerts à Olivia avec mon argent. Rebecca, sois raisonnable. Je pense avoir été plus que raisonnable ces 3 dernières années. Maintenant, je suis juste envers moi-même. J'ai mis fin à l'appel et j'ai pris une grande inspiration. C'était difficile, mais bien moins douloureux que ce que j'avais anticipé. Fixer des limites, semblait-il, devenait plus facile avec la pratique. Le prochain appel est venu de ma mère, plus tard dans la journée. Contrairement à papa, elle n'a pas commencé par la colère, mais par des larmes. Rebecca, s'il te plaît. On vient de recevoir un appel de la banque pour un paiement manqué, et l'université d'Olivia a appelé pour les frais du semestre prochain. Je suis désolé que vous soyez dans une position difficile, maman, mais ces factures sont de votre responsabilité, pas de la mienne. Comment peux-tu nous faire ça? On est ta famille. Le chantage affectif aurait pu fonctionner une semaine plus tôt. Maintenant, il clarifiait simplement à quel point leur amour avait toujours été conditionnel. La famille, ça marche dans les 2 sens, maman. Quand une personne est accusée de vol et mise à la porte sans une audition équitable, ce n'est pas de la famille. C'est un tribunal. On était bouleversés à cause du collier. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont en colère. Est-ce que papa ne le pensait pas, quand il m'a dit de ne pas revenir tant que je n'aurais pas avoué quelque chose que je n'avais pas fait? N'as-tu pas pensé ce que tu faisais, quand tu es restée silencieuse pendant que tout le monde me condamnait?
Les actes ont des conséquences, maman. Voici la conséquence des vôtres. Après qu'elle a raccroché, j'ai reçu un barrage de SMS d'Olivia. Contrairement à nos parents, elle n'a pas pris la peine de faire des appels émotionnels. Ces messages étaient des accusations directes, me traitant d'égoïste, de vindicative, et pire encore. Je les ai lus sans répondre, notant avec quelle rapidité son masque de victime était tombé, maintenant que son style de vie confortable était menacé. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était le bureau des aides financières de l'université d'Olivia, s'enquérant du retrait du paiement des frais de scolarité. J'ai expliqué poliment que je ne couvrais plus les dépenses éducatives de ma sœur, et j'ai suggéré qu'ils dirigent toutes leurs futures demandes vers Olivia, ou vers nos parents. La semaine suivante a apporté une désespérance croissante de la part de ma famille. Papa a laissé des messages vocaux, alternant entre colère et tentative de réconciliation. Maman a envoyé des SMS larmoyants sur des avis de retard et des appels de créanciers. Les messages d'Olivia sont devenus de plus en plus frénétiques, à mesure que la réalité de sa situation s'imposait. J'ai maintenu mes limites à travers tout cela, ne répondant qu'aux questions directes et refusant de céder à la manipulation émotionnelle. Ce n'était pas facile. Des années de conditionnement m'avaient appris à faire passer leurs besoins avant les miens. À être celle qui répare tout dans la famille, celle sur qui on peut compter, qui intervient toujours en cas de crise. Briser ce schéma exigeait une vigilance constante contre mon propre élan de vouloir les sauver. 3 semaines après l'envoi de ma lettre, j'ai reçu un SMS de maman demandant si nous pouvions nous voir pour un café. J'ai accepté, choisissant un lieu neutre et un créneau horaire court, pour minimiser le risque de drame. Quand je suis arrivé au café, j'ai été surprise de la trouver seule. Je m'attendais à moitié à ce que toute la famille m'attende pour une nouvelle intervention. Elle avait l'air fatiguée, avec de nouvelles rides autour des yeux et de la bouche. « Merci d'être venue », a-t-elle dit quand je me suis assise. « Je t'en prie », ai-je répondu, gardant un ton neutre. « Il y a quelque chose que tu dois savoir », a-t-elle commencé, ses doigts déchirant nerveusement une serviette en papier. Olivia a avoué pour le collier. J'ai hoché la tête mais n'ai rien dit. Elle l'avait depuis le début. Elle a dit. Elle a dit qu'elle était jalouse de toi, de la façon dont papa parlait toujours de ton sens des responsabilités et de ta réussite. Elle pensait que si elle pouvait te faire paraître mauvaise, peut-être qu'ils arrêteraient de la comparer à toi tout le temps. Je sais, ai-je dit simplement. J'ai vu le collier reflété dans son téléphone ce soir-là, à la maison. Les yeux de maman se sont agrandis, tu savais? Pourquoi n'as-tu rien dit? Est-ce que quelqu'un m'aurait cru? Vous aviez déjà tous décidé que j'étais coupable. Elle a baissé les yeux, incapable de soutenir mon regard. On aurait dû te faire confiance. J'aurais dû te faire confiance. Je suis tellement désolé, Rebecca. Ses excuses semblaient sincères. Mais j'ai remarqué qu'elle ne venait qu'après les aveux d'Olivia, et non de sa propre réalisation qu'elle m'avait mal jugé. Elle venait aussi après des semaines de difficultés financières, ce qui rendait leur sincérité discutable. Merci de me le dire, ai-je dit prudemment. Comment ça se passe à la maison? Elle a soupiré, c'est difficile. Ton père a dû demander une avance sur salaire pour couvrir le prêt immobilier. Olivia a dû abandonner 2 cours, parce qu'on ne pouvait pas payer l'intégralité des frais. Elle a pris un travail à la librairie du campus, mais ça ne paie pas beaucoup. J'ai hoché la tête, prenant note de l'information sans proposer d'aide. L'ancienne Rebecca serait immédiatement intervenue, aurait proposé de couvrir les factures les plus urgentes, serait retombée dans son rôle familier de sauveuse de la famille, mais je n'étais plus cette personne. Et le collier? Ai-je demandé. Elle l'a vendu, a avoué maman. Environ une semaine après ton départ. Elle avait besoin d'argent pour un voyage de printemps, pour lequel elle s'était déjà engagée. Elle ne s'attendait pas à ce que tu arrêtes de tout payer. Aucun d'entre nous ne s'y attendait. L'ironie était presque trop parfaite. Olivia m'avait accusé d'avoir volé et vendu le collier, puis elle avait fait exactement cela elle-même, quand la réalité financière l'avait frappée. J'espère que tu comprends pourquoi j'ai dû prendre du recul, ai-je dit. Ce n'était pas seulement l'accusation. C'était toutes ces années où mon soutien était considéré comme acquis, où l'on ne reconnaissait jamais tout ce que je faisais pour la famille. Maman a hoché la tête lentement. Ton père a trouvé tous les relevés de paiement, le prêt, les charges, les frais d'Olivia. On n'avait aucune idée que c'était autant. Vous saviez que j'aidais.
Vous n'avez juste jamais demandé combien. On aurait dû. Je suis vraiment désolé, Rebecca. Pas seulement pour l'histoire du collier, mais pour tout. Pour avoir profité de ta générosité pendant si longtemps. Nous avons discuté encore 1 heure, plus honnêtement que nous ne l'avions fait depuis des années. Elle m'a expliqué que la fierté de mon père l'avait empêché de reconnaître l'ampleur de leur dépendance financière. J'ai partagé à quel point j'avais été blessé par leur volonté de croire le pire de moi. Au moment de nous séparer, quelque chose avait changé entre nous. Pas exactement le pardon, mais un pas vers la compréhension. Ce soir-là, papa a appelé. Ses excuses étaient moins éloquentes que celles de maman, mais semblaient sincères dans leur maladresse. Il a eu du mal à trouver les mots pour exprimer son regret, finissant par lâcher un rugueux « Je me suis trompé sur ton compte, et j'en suis désolé. » Plus désolé que je ne peux le dire. Olivia a été la dernière à se manifester, envoyant une lettre plutôt que d'appeler. Elle a avoué avoir orchestré tout ce scénario par jalousie et ressentiment, accumulés au fil des années. « Tu étais toujours la parfaite », écrivait-elle. « Je voulais juste qu'il voie que tu n'étais pas si parfaite que ça, après tout. Je n'aurais jamais pensé que ça irait si loin. Je n'aurais jamais pensé que tu arrêterais de tout payer. » Ces excuses, comme celles de nos parents, semblaient motivées au moins partiellement par les conséquences financières, plutôt que par un remords sincère. Pourtant, c'était un début, une reconnaissance au moins du mal qu'elle avait causé. Dans les semaines qui ont suivi, notre famille a entamé le processus lent et maladroit de redéfinition. Mes parents ont pris l'entière responsabilité de leurs finances, pour la première fois depuis des années. Olivia a réduit sa charge de cours et a travaillé à temps partiel pour contribuer à son éducation. Et j'ai maintenu mon indépendance financière, reconstruisant mes économies et me concentrant sur mon propre avenir. Ce ne fut pas facile. Il y a eu des retours au vieux schéma, des tentatives de manipulation, des moments de ressentiment de tous les côtés. Mais progressivement, une nouvelle dynamique a émergé, une dynamique basée sur le respect plutôt que sur l'exploitation, sur l'honnêteté plutôt que sur des mensonges confortables. Et à travers tout cela, j'ai découvert quelque chose d'inattendu, une force que je ne savais pas posséder. La capacité de rester ferme sur ma propre valeur, même lorsque ceux que j'aimais le plus essayaient de la diminuer. Le courage d'exiger le respect que je méritais. La clarté de reconnaître que le véritable amour n'exige pas un sacrifice sans fin sans reconnaissance. C'était une leçon douloureuse, mais peut-être nécessaire pour nous tous. 6 mois ont passé depuis le jour où ma famille m'a accusé de vol, et où j'ai découvert le véritable coût d'un soutien inconditionnel. Pendant ce temps, j'ai reconstruit non seulement mes finances, mais aussi mon estime de soi et ma compréhension de ce que devrait être une relation saine. Les premières semaines après avoir coupé les ponts financiers avec ma famille ont été étonnamment libératrices. Sans le drainage constant de mes ressources, j'ai pu financer entièrement mon compte d'épargne d'urgence, pour la première fois en plusieurs années. J'ai augmenté mes cotisations de retraite au taux recommandé de 15% de mes revenus. J'ai même commencé à faire des recherches sur l'investissement immobilier, quelque chose qui semblait incroyablement lointain, lorsqu'il fallait faire vivre 4 adultes avec un seul revenu. Mais le rétablissement financier n'était qu'une partie de mon voyage. Les blessures émotionnelles infligées par la trahison de ma famille étaient plus profondes que je ne l'avais réalisé au départ. 2 mois après notre confrontation, j'ai commencé à voir la docteure Lena Thompson, une thérapeute spécialisée dans les dynamiques familiales et la fixation de limites. Ce que votre famille a fait, m'a-t-elle dit lors de notre première séance, était une forme d'abus émotionnel. Ils ont exploité votre générosité, vous ont considéré comme acquise, puis vous ont rejeté sur la base d'une fausse accusation. Il est naturel de ressentir de la tristesse, de la colère et de la confusion face à cette expérience. Sous la direction de la docteure Thompson, j'ai commencé à décortiquer des schémas qui avaient été établis bien avant l'incident du collier, comment j'avais été assigné au rôle de soignante responsable dès l'enfance, comment mes parents avaient subtilement encouragé la dépendance de ma sœur. Tout en attendant de moi une autonomie totale, comment j'avais tiré mon sentiment de valeur du fait d'être utile, plutôt que d'être apprécié pour qui j'étais. Les gens qui font passer systématiquement les besoins des autres avant les leurs ont souvent du mal avec des sentiments de culpabilité, lorsqu'ils commencent à fixer des limites, expliquait-elle. Rappelez-vous que les limites ne sont pas égoïstes. Elles sont nécessaires à des relations saines. Ces mots sont devenus mon mantra, les jours difficiles où le doute s'installait. Étais-je trop dur? Devrais-je aider pour une seule facture? Juste cette fois? Chaque fois que ces pensées surgissaient,
je me rappelais que les limites ne sont pas égoïstes. Elles sont nécessaires à des relations saines. Vers la même époque où j'ai commencé la thérapie, j'ai aussi commencé à construire un nouveau cercle social. Pendant des années, mes obligations familiales avaient limité ma disponibilité pour les amitiés. Désormais, avec du temps et des ressources financières à ma disposition, j'ai rejoint un club de randonnée, j'ai fait du bénévolat dans un camp de formation au codage pour femmes, et j'ai renoué avec d'anciens collègues. Grâce à ces relations, j'ai découvert ce qu'était une véritable appréciation. Quand j'aidais une étudiante du camp à déboguer un projet complexe, ses remerciements sincères comptaient plus que des années de soutien familial non reconnu. Quand j'organisais un voyage de week-end avec mon groupe de randonnée, leur participation enthousiaste validait mes efforts d'une manière que ma famille n'avait jamais faite. Ma carrière a également prospéré sans la pression financière constante. J'ai pris des projets stimulants que j'aurais pu éviter auparavant, à cause de contraintes de temps, obtenant une promotion et une augmentation substantielle 4 mois après la confrontation familiale. Pour la première fois, ce revenu supplémentaire est allé vers mon propre avenir, plutôt que de soutenir d'autres personnes qui me considéraient comme acquises. Quant à ma famille, notre relation a évolué progressivement, et non sans revers. Mes parents ont eu du mal à s'adapter à l'indépendance financière, après des années passées à compter sur mon soutien. Papa a pris du travail supplémentaire le week-end. Maman a trouvé un emploi à temps partiel qu'elle pouvait gérer malgré ses limitations de santé. Ils ont quitté la maison familiale pour un appartement plus petit et plus abordable. 3 mois après notre confrontation, Olivia m'a envoyé une longue lettre, qui semblait différente de ses excuses initiales. Là où sa première note se concentrait principalement sur des justifications et des excuses, celle-ci montrait une véritable réflexion sur elle-même. J'ai beaucoup réfléchi à la raison pour laquelle j'ai fait ce que j'ai fait, écrivait-elle. Ce n'était pas seulement la jalousie de la façon dont maman et papa te traitaient. C'était de savoir, au fond de moi, que je ne méritais pas le style de vie que j'avais, que je ne l'avais pas gagné comme tu as gagné tout dans ta vie. C'était plus facile de te rabaisser que de m'élever moi-même. J'essaie de faire le travail difficile maintenant. J'ai pris un 2e emploi ce semestre. Je vais vraiment à tous mes cours. Pour la première fois, je paie des choses avec l'argent que j'ai gagné moi-même, et c'est différent, c'est mieux d'une certaine façon. Je n'attends pas de pardon, mais je voulais que tu saches que j'essaie de changer. Sa lettre m'a touché plus profondément que je ne l'espérais. Pas assez pour reprendre le soutien financier, mais assez pour envisager de reconstruire une forme de relation. Nous avons commencé par des SMS occasionnels, puis un café toutes les quelques semaines. Nos conversations étaient prudentes au début, évitant toute mention d'argent ou de l'incident du collier. Avec le temps, nous avons développé une nouvelle dynamique expérimentale, pas la fraternité fusionnelle que j'avais imaginée autrefois, mais quelque chose de plus honnête que ce que nous avions auparavant. 4 mois après la confrontation, j'ai accepté d'aider mes parents pour une dépense spécifique et limitée, les médicaments spécialisés de maman, qui n'étaient pas entièrement couverts par l'assurance. J'ai clairement indiqué que c'était un choix, pas une obligation, et j'ai établi des limites fermes autour de ma contribution. L'argent irait directement à la pharmacie, pas à eux. L'arrangement serait réévalué tous les 3 mois. Et plus important encore, ce soutien était conditionné à un traitement respectueux continu. Je suis prête à aider pour ce besoin spécifique, leur ai-je dit. Mais s'il y a un autre incident où mon intégrité est remise en question sans motif, ou si ma générosité est considérée comme acquise, le soutien s'arrête immédiatement et définitivement. Ils ont accepté ces termes sans discuter, signe que peut-être eux aussi avaient appris de l'expérience. Papa, en particulier, semblait transformé par l'épreuve. Sa fierté avait pris un coup important, lorsqu'il avait dû admettre sa dépendance financière vis-à-vis de sa fille. Mais une fois cet obstacle initial franchi, il a fait preuve d'une véritable humilité. J'ai toujours pensé que subvenir aux besoins de ma famille faisait de moi un homme, a-t-il avoué lors d'une rare conversation à cœur ouvert. Quand je ne pouvais plus faire ça, je me sentais comme un échec. Je t'ai laissé prendre le relais, parce que c'était plus facile que d'admettre que j'avais échoué. Ce n'était pas juste pour toi, et j'en suis désolé. 5 mois après la confrontation, nous avons tenté notre premier dîner de famille depuis l'accusation. C'était parfois gênant, les conversations s'arrêtant dès que nous approchions des sujets sensibles. Mais il y avait aussi une nouvelle authenticité dans nos interactions. Sans l'arrangement financier tacite sous-jacent, nous étions forcés de nous lier simplement en tant que personnes, et non plus comme pourvoyeurs et dépendants. Olivia,
travaillant désormais dans 2 emplois à temps partiel tout en suivant une charge de cours réduite, parlait de ses études avec un enthousiasme nouveau. C'est différent quand tu paies toi-même, admettait-elle. Je vais vraiment à chaque cours maintenant. C'est drôle comme ça marche. Maman partageait des nouvelles de son nouveau travail à temps partiel chez un fleuriste local, où elle organisait les livraisons et aidait pour les bouquets simples. Ce n'est pas beaucoup d'argent, disait-elle, mais ça fait du bien de contribuer à quelque chose. Papa parlait des cours qu'il suivait au collège communautaire, pour mettre à jour ses compétences en gestion de chantier. On n'est jamais trop vieux pour apprendre de nouveaux tours, disait-il avec un sourire plein d'autodérision. J'aurais dû faire ça il y a des années, au lieu de me contenter de me plaindre du changement dans l'industrie. En les écoutant décrire leur nouvelle vie, je ressentais un mélange complexe d'émotions, de la fierté pour leur résilience, de la tristesse pour les années gâchées dans des schémas malsains, de l'espoir pour ce que notre relation pourrait devenir, et sous tout cela, une confiance tranquille en ma propre valeur qui me manquait auparavant. Le voyage n'a été facile pour aucun d'entre nous. Il y a eu des conversations tendues, des revers financiers, des moments de ressentiment de tous les côtés. Mais à travers tout cela, nous avons avancé vers quelque chose de plus honnête et de plus équilibré que ce que nous avions auparavant. Aujourd'hui, alors que je réfléchis à tout ce qui s'est passé, je me sens reconnaissante pour la leçon douloureuse que cet incident du collier m'a enseignée. Sans cela, j'aurais pu continuer à sacrifier indéfiniment mon avenir financier, cherchant une validation qui ne viendrait jamais. Je n'aurais peut-être jamais découvert ma propre force, ni appris la différence cruciale entre soutenir les autres et encourager la dépendance. La chose la plus importante que j'ai apprise, c'est que la véritable famille soutient la croissance de l'autre, et non sa stagnation. Le véritable amour n'exige pas un sacrifice constant sans reconnaissance. Et le respect de soi n'est pas égoïste, c'est le fondement sur lequel toutes les relations saines doivent être bâties. Si vous êtes dans une situation où votre générosité est considérée comme acquise, où vos sacrifices ne sont pas reconnus, où votre intégrité est remise en question malgré vos actions constantes, sachez ceci, vous méritez mieux. Fixer des limites n'est pas égoïste. Se défendre n'est pas mal. Et parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même et pour les autres est d'arrêter d'entretenir des schémas destructeurs. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve à ma famille. Nous naviguons encore sur ce nouveau terrain, apprenant encore à nous lier en tant qu'égaux, plutôt que comme pourvoyeurs et dépendants. Mais quoi qu'il arrive, je sais que je l'affronterai avec une estime de soi plus forte, et des limites plus claires que jamais. Avez-vous déjà dû fixer des limites difficiles avec des proches, ou découvert que votre générosité était considérée comme acquise? Merci de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous. Bonne chance. Après avoir écouté l'histoire d'aujourd'hui, peut-être a-t-elle soulevé de nouvelles questions dans votre esprit. Ou peut-être a-t-elle réveillé de vieux souvenirs. Chaque jour sur Reddit, de nouvelles expériences et de nouveaux moments créent des histoires fraîches, et elles nous connectent tous. Chacun a son propre voyage unique dans la vie, et nous essayons tous de comprendre le monde à notre manière. Ce genre de moment nous rappelle que nous sommes tous humains, parfois heureux, parfois tristes, et toujours en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Vos pensées et vos retours sont toujours précieux pour nous, car ils nous motivent à créer un contenu encore meilleur. Chaque histoire a son propre angle unique, et notre objectif est de comprendre la perspective de chacun, et de rendre notre contenu diversifié et identifiable. Des histoires comme celle-ci nous aident à réaliser que le voyage de la vie est différent pour chacun, et en écoutant d'autres récits, nous apprenons quelques jours de nouveau. Vous pouvez également partager vos propres histoires avec nous. Vos expériences sont précieuses pour nous aussi. Et si vous avez aimé cette vidéo, laissez vos commentaires. Nous visons à créer un contenu qui éclaire votre esprit, et vous donne de nouvelles idées à chaque fois. Si vous avez déjà vu cette vidéo auparavant, votre avis reste important. Avec chaque retour, nous pouvons améliorer notre contenu, et apporter une nouvelle perspective à nos spectateurs. Aujourd'hui, ce que nous avons vu n'était qu'une petite partie des nombreuses histoires partagées sur Reddit et à travers le monde. C'est un rappel de la façon dont nous essayons tous de comprendre la vie, en partageant nos expériences les uns avec les autres. Cette vidéo n'était qu'un exemple de la façon dont nous essayons de nous connecter aux autres à travers le récit, en apprenant les différentes facettes de la vie. Nous espérons continuer à partager de telles histoires qui nous aident tous à apprendre et à grandir ensemble. Merci pour votre temps, et n'oubliez pas de rester à l'affût d'autres histoires à venir. Si ce n'est pas déjà fait, merci d'aimer et de nous suivre pour plus de contenus incroyables.
Votre soutien nous permet de continuer, et nous nous efforcerons de vous apporter plus d'histoires inspirantes et touchantes. D'ici la prochaine fois, prenez soin de vous et restez curieux.